Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bonjour et bienvenue. Vous êtes expert comptable, vous appelez Jérémy Ganizat. Comment ça va, Jérémy? Bonjour, enchanté. Ça va très bien. Oui, ça va, on est ravis. Donc vous êtes en Israël depuis 20 ans, enfin un mini parcours. Vous êtes expert comptable associé depuis 6 ans chez Tzadik Friedman Weshut. C'est ça. Et avant ça m'a fait beaucoup rire, vous avez fait des études d'ingénieur en informatique. C'est ça, voilà, moi je fais le parcours à l'envers. C'est-à-dire les gens en principe, ils vont vers l'informatique après. Moi je l'ai fait avant et puis j'ai arrêté. Apparemment, vous savez compter, je pense. Un petit peu. Ok, alors on va revenir sur des choses plus concrètes et plus sérieuses, évidemment, puisque dans Israël, comment ça marche? Eh bien, on essaye de comprendre comment ça fonctionne et quels sont nos droits, nos obligations. Qu'est-ce qu'on doit faire, en fait? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est, on va dire, fraîchement arrivé, qu'on doit choisir sa résidence fiscale, payer ses impôts? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut choisir tout d'abord sa résidence fiscale ou est-ce qu'elle nous est imposée de par notre façon de vivre? Voilà, alors c'est la première question qu'il faut se poser effectivement quand on arrive en Israël et que souvent les personnes qui font leur aliyah ont un revenu économique qui reste en France, ils viennent faire leur vie en Israël et donc non, on ne peut pas choisir sa résidence fiscale. Il y a une convention qui a été signée entre Israël et la France et en principe il y a des conventions qui sont signées, des conventions internationales pour éviter la double imposition qui sont signées entre les pays et en règle générale la résidence fiscale elle découle de plusieurs paramètres qui ont été fixés dans ces conventions. En l'occurrence normalement il y a 3 paramètres. Le premier paramètre c'est un paramètre objectif, c'est le nombre de jours qu'on passe dans un pays. Et les conventions ont fixé qu'à partir du moment où on passait 183 jours dans un pays, on était résident fiscal de ce pays. Maintenant, dans tous les pays, c'est un critère qui est objectif, certes, mais avec lequel on peut jouer. En plus de ça, les pays n'ont pas tous la même façon de compter. Par exemple, en Israël, quand on passe une demi-journée dans le pays, c'est compté comme un jour complet. Donc le problème, c'est que si dans l'autre pays, comme en France, ils font la même chose, on a plus que 365 jours dans l'année, puisque les jours de voyage sont comptés dans les deux pays. Et c'est la même chose en France? C'est la même chose en France. D'accord. Donc les 183 jours, c'est un critère certes objectif, mais qui ne suffit pas. Et en plus de ça, souvent, il y a certaines personnes qui sont à la limite, 170, alors, 190. Si ça ne suffit pas, quels sont les autres critères qui se rajoutent? Le deuxième critère, si on n'a pas réussi avec le premier, le deuxième critère, c'est ce qu'on appelle le centre de vie. Le centre de vie, en règle générale, c'est décidé, c'est où on a une maison, où on a notre résidence principale, si on est propriétaire, et femme et enfants. C'est-à-dire, c'est ça qui décide du centre de vie. Le foyer réside. Voilà. Ça, c'est un critère qui est assez fort. Et en règle générale, souvent, on s'arrête là, puisque c'est un critère qui nous permet de décider. Il y a, dans certains cas, il y a des enfants dans les deux pays, on a une maison dans les deux pays. Oui, c'est vrai que les situations de vie sont de plus en plus compliquées, donc on rajoute un troisième critère. Il y a un troisième critère, c'est le centre économique, c'est-à-dire à quel endroit on a nos revenus. Là, je ne voudrais pas vous embêter, mais là aussi, ça peut se compliquer. Là aussi, ça peut se compliquer. En règle générale, donc ensuite, il y a on fait une moyenne de tout ça et ça peut arriver qu'on soit résident fiscal effectivement des deux pays si on a réussi selon aucun critère à décider et à ce moment-là on va devoir déclarer ses impôts suivant en fait la proportion des jours où on se trouve dans chaque pays et suivant les revenus. Là, ça devient très compliqué. Donc, disons que ça, c'est l'exception. Voilà, et dans ces cas-là, de toute façon, dans tous les cas, je tiens à le préciser, tout ce que je dis, ça ne suffit pas comme conseil fiscal, et de manière personnelle, il vaut mieux consulter un professionnel. Mais dans les cas où c'est encore plus précis, encore plus problématique, j'allais dire. Alors là, c'est sûr qu'il faut un conseiller. Mais disons que pour la grande majorité des gens, disons que dans une situation normale, il y a ces 3 critères qui définissent, on va dire, la résidence fiscale. Alors ça, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe par rapport aux impôts ? Alors, une fois qu'on a défini la résidence fiscale. À partir du moment où on a défini la résidence fiscale, on est imposable dans le pays où on est résident fiscal. Puisque les impôts servent à entretenir le pays, entre guillemets, et la résidence fiscale, elle sert à savoir dans quel pays, en fait, on vit.
Et à partir de ce moment-là, on doit payer On doit les impôts. apporter sa contribution. Voilà, on doit D'accord. apporter sa contribution dans ce pays-là, et c'est comme ça que ça a été c'est défini. Ensuite, à ce moment-là, il faut commencer à savoir qu'est-ce qu'on doit déclarer dans le pays, qu'est-ce qu'on ne doit pas déclarer dans le pays. Normalement, résidence fiscale, on doit déclarer donc tous ses revenus. À partir du moment, par exemple, si on est résident fiscal en Israël, on doit faire une déclaration en Israël. Là, après, rentre en compte, évidemment, pour les Olim Khadashim, l'exemption. La loi, Voilà. il y a une loi Sur laquelle on va parler dans quelques minutes parce que c'est pas si clair que ça. Mais dans tous les cas, on va dire que, mis à part cette loi, donc un Olé Khadash normal qui n'aurait pas ses 10 ans ou qui les a terminés, à partir du moment où il est résident fiscal en Israël, même si ses revenus sont générés en France, ses revenus individuels doivent être déclarés en Israël et il est soumis à l'impôt en Israël. Si d'aventure il paye des impôts en France, alors il aura le droit à un abattement fiscal sur la somme d'impôts à payer en Israël pour pas payer encore une fois, Alors, par exemple, pour pas avoir de double imposition. On sait que les fonctionnaires sont contraints de, peu importe leur résidence fiscale, là pour le coup, ils sont contraints, les fonctionnaires qui ont travaillé en France bien sûr, de déclarer leurs revenus en France. Au niveau de la retraite, vous parlez. Tout à fait. Alors, au niveau des retraites, effectivement, les personnes qui ont travaillé dans des fonctions d'État, fonctionnaires ou autres, Disons qui sont soumis à une retraite d'État, dans tous les cas, ils devront payer d'abord leur retraite en France. Les impôts sur la retraite en France, ça n'a pas été libéré, bien que normalement, ils vivent en Israël et devraient être soumis à l'impôt en Israël. Donc eux, ils doivent continuer de déclarer, en tout cas pour leur retraite liée à leur... Ils doivent continuer à déclarer dans leur, en France, et dans leur déclaration fiscale en France, ils mettent, il y a un endroit où on peut cocher l'adresse et est-ce qu'on est résident fiscal ou non, et les impôts seront calculés suivant ça. Ça n'empêche pas qu'ils doivent quand même déclarer en Israël. Et comme j'ai dit, s'il y a un impôt... C'est compliqué pour les retraités. Ils sont obligés de déclarer dans les deux pays quand ils sont fonctionnaires. Normalement, oui. Alors attention, si on est au Khadash depuis 2007, non. Puisqu'il y a les 10 ans. On a dit qu'on allait en parler dans quelques minutes. Donc, mais là, je fais abstraction de cette loi. Un retraité qui a une retraite en France et qui ne bénéficie pas de la loi des 10 ans, qui est là depuis 15 ans, normalement, doit aussi déclarer ses revenus en Israël. Qu'est-ce qu'ils encourent, les retraités qui ne déclareraient pas leur retraite dans les deux pays? Vous ne savez pas? C'est plus une question juridique. On ne sait pas trop. Au niveau pratique, au niveau théorique, normalement, ils doivent être redressés avec les amendes qui vont avec et les intérêts qui vont avec. Au niveau pratique, je n'ai pas encore été confronté à un cas où on est venu voir un retraité. En règle générale, les retraités, on les laisse un peu tranquilles. Oui. Quand on a travaillé en France et qu'on paye les impôts en France, de toute façon, ils ne risquent pas grand-chose étant donné que l'impôt en France est plus haut que l'impôt en Israël. Ah, ça, c'est intéressant pour les gens qui hésitent à choisir. Et donc, de toute façon, il y a peu de chances qu'ils soient imposables en Israël. Ok, alors justement, vous avez évoqué la loi d'exemption d'impôts lorsqu'on a du premier jour à 10 ans d'arrivée en Israël. Voilà, loi très sympathique, qui n'est pas très bien comprise et qui n'est pas très bien expliquée. Alors qu'est-ce que c'est que cette loi? La loi, elle commence d'abord, elle débute pour tous les gens qui ont fait leur alia à partir du 1er janvier 2007. D'accord. Maintenant, la loi... Elle ne concerne que les gens qui ont fait leur alia à partir du 1er janvier 2007. Oui, d'accord. C'est-à-dire si vous êtes venu avant, on n'a pas droit à ces 10 ans. D'accord. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil, les gens qui ont fait leur alia le 1er janvier 2007 sont arrivés au terme de leurs 10 ans et donc ils doivent commencer à s'inquiéter de leur imposition. D'accord. Donc, au passage, puisqu'on est en 2017, donc dès l'année prochaine, il faut déclarer à l'impôt. Donc cette loi, elle a été faite à l'origine pour ramener les gens en Israël, pour leur donner une sécurité, comme je l'ai dit, pour favoriser la Aliyah, pour ramener des fonds en Israël et pour permettre en fait ce qu'on appelle une force économique en Israël, pour ramener une force économique en Israël. Donc le but, c'était de ramener des capitaux et les Olim Khadashim. Le problème, c'est que la loi est claire, on n'est pas obligé de déclarer et on est exempté d'impôts sur les revenus actifs ou les revenus passifs. Ensuite, il y a plusieurs sortes de revenus qui sont générés à l'étranger.
Alors, la différence, c'est qu'il y a un point de friction en fait, entre la loi et la pratique au niveau des impôts, puisque sur l'interprétation de l'endroit où est généré les revenus. Pour les impôts, suivant le paragraphe 4 Aleph des lois fiscales, l'endroit d'où est généré le revenu, ce n'est pas de l'endroit d'où on est payé, c'est de l'endroit d'où on a travaillé. Je donne un exemple, ça veut dire que quelqu'un qui travaille à partir d'Israël, qui a un bureau en Israël et qui a un revenu français, il est imposable en Israël parce que son revenu a été généré en Israël. Okay. Et à ce moment-là, il n'est pas exempté. Et donc, il n'est pas soumis... En fait, on ne parle pas d'un revenu étranger, donc il n'a pas le droit aux 10 ans d'impôt. Et donc, quelqu'un... aux 10 ans d'exemption d'impôt, d'accord. Voilà. Donc, quelqu'un qui travaille... Enfin, pendant ces 10 ans-là, entre 2007, maintenant, ça n'existe plus, mais bon, de 2007 à 2017... non, ça, c'est pour ceux qui ont fait leur alia. Mais ceux qui font leur alia en 2016, ils ont jusqu'en 2026. D'accord. Donc, alors, c'est bien de l'avoir précisé. Donc, si vous bénéficiez de cette loi d'exemption d'impôt, il faut bien faire la différence entre le revenu généré à l'endroit où vous travaillez et l'argent que vous récupérez, qu'il soit d'un autre endroit à travers le monde. Si vous générez votre revenu en Israël, vous êtes soumis à imposition en Israël. Voilà, c'est une très mauvaise nouvelle. Vous êtes engagé, c'est exactement ça. Et le problème, c'est que quand la loi est traduite en français et en anglais, on ne parle jamais en fait de ce paragraphe 4 Aleph sur lequel le service des impôts s'appuie pour imposer cette sorte de revenu. La plupart du temps, ce qui est fait, c'est que, en fait, étant donné que les Olim Hadashim voyagent beaucoup pour générer ce revenu-là, donc en règle générale, les impôts font un calcul proportionnel par rapport au nombre de jours où ils étaient à l'extérieur d'Israël et le nombre de jours où ils étaient à l'intérieur d'Israël. Et on va, encore une fois, parce qu'avec un exemple au niveau de la fiscalité, c'est toujours plus facile. Si sur un mois, vous êtes 2 semaines en France et 2 semaines en Israël, et que votre revenu est de 10 000 euros par exemple, donc il y a 5 000 euros qui seront exemptés d'impôts sur ces 10 ans par rapport à la loi des 10 ans. Donc les 5 000 et il y a 5 000 euros qui devront être voilà, déclarés en Israël et soumis à l'impôt en Israël avec les abattements fiscaux, les nekudot zikouï que tout le monde a droit en Israël. D'accord, donc c'est important parce que si vous pensez que votre statut d'Olé Hadash vous empêche, ou en tout cas vous protège, vous permet de ne pas payer d'impôts, eh bien vous vous trompez. C'est peut-être le cas, mais ce n'est pas sûr, surtout si vous travaillez à partir d'Israël, bien que vous travaillez avec l'étranger. Si votre bureau, on va dire, votre activité principale est en Israël, eh bien vous êtes soumis à l'impôt. Exactement. Très mauvaise nouvelle. Voilà, c'est pas une mauvaise nouvelle parce qu'elle existait déjà avant. Le problème, c'est que les gens ne le savent pas. Mais bon, comme on dit en français, nul n'est censé ignorer la loi. Exact. C'est la même chose en Israël. Tout à fait. Donc c'est très important d'éclaircir ce point d'application de la loi. Et surtout la position de chacun, que ce soit, comme on a parlé, au niveau de la résidence fiscale et au niveau de l'endroit où est généré ces revenus. Il y a certaines, c'est pas des dérogations, mais dans chaque cas particulier, dans chaque cas, il y a des exceptions, il y a des cas particuliers, mais la loi, elle est comme ça. Voilà, bon, écoutez, on a fait un petit tour au niveau de l'impôt, de la résidence fiscale. J'espère que ça aura aidé les gens qui nous écoutent. Vous voulez rajouter quelque chose, Jérémy ? Un petit quelque chose, juste, il y a une différence entre les revenus actifs et les revenus passifs. Les revenus passifs, eux, sont exemptés d'impôts pendant les 10 ans et peu importe où on se trouve, puisque étant donné qu'on ne travaille pas pour les avoir. Par exemple, voilà. Des gens qui auraient des loyers, c'est ça Alors, les loyers, c'est autre chose. C'est compliqué parce qu'ils sont obligés de déclarer en France les impôts fonciers. Les loyers, ça ne rentre pas de toute façon, étant donné que la convention entre la France et Israël est très spéciale au niveau des loyers. Normalement, il y a un complément d'impôt dans toutes les conventions. Entre la France et Israël, l'impôt sur les revenus immobiliers s'arrête dans le pays où se trouve ça veut dire que l'immobilier. Si vous avez des biens en France et vous percevez des loyers, vous payez un impôt foncier. Et ils sont dispensés d'impôts, peu importe que vous soyez là depuis 10 ans, 20 ans ou 30 ans, ils sont dispensés d'impôts en Israël. Ça ne rentre pas dans cette loi-là. De quels revenus passifs vous parlez ? Les revenus passifs, ça peut être des dividendes, ça peut être des intérêts bancaires, ça peut être
Des actions des actions, une allocation, etc. C'est un revenu qui ne nécessite pas un travail. Donc là, si vous avez des revenus passifs de ce type, eh bien, vous êtes dispensé d'impôts en Israël. Ça, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Alors, on a fait le tour, résidence fiscale et impôts. C'était Jérémy Ganizat. Merci beaucoup d'être venu. On se retrouve pour une prochaine émission. Avec plaisir. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita.